Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de microbiologie spéciale dédiée aux étudiants de 3e année vétérinaire. Dans cette vidéo, nous allons étudier le genre Erysipelotrix. Ce genre comprend des bactéries Gram+, anaérobie facultatif. Ce genre est actuellement classé au sein de la famille des Erysipelotricacées et il regroupe 4 espèces. L'espèce type, appelée Erysipelotrix rusiopacée, bacille du rouget, qui est connue depuis longtemps et présente un pouvoir pathogène aussi bien pour les animaux que pour l'homme. D'autres espèces à pouvoir pathogène minimal ont été classées au sein du genre Erysipelotrix, tels que Erysipelotrix inopinata, Erysipelotrix tonsillarum, qui présente un rôle pathogène suspecté pour le chien, et enfin Erysipelotrix larvae, qui a été isolé des insectes, plus exactement de l'intestin de Scarabée rhinocéros. Récemment, et sur la base des résultats des études d'hybridation ADN-ADN, d'autres espèces ont été proposées pour être classées au sein du genre Erysipelotrix, comme vous le voyez sur cet arbre phylogénétique. La présence de la maladie à Erysipelotrix rusiopacée dans le monde et les sérotypes les plus fréquemment rencontrés sont représentés comme vous le voyez sur cette carte géographique. La maladie semble créer des problèmes, surtout pour les troupeaux de volailles et de porcs dans le monde entier. Quant aux données concernant la maladie chez les ovins et les volailles en Algérie, aucune donnée où aucune étude n'a été entreprise sur les sérotypes présents sur notre territoire national, ou même sur les pertes économiques causées dans nos troupeaux. On se demandait si Erysipelotrix rusiopacée n'est pas à l'origine de problèmes pathologiques importants rencontrés surtout chez les espèces aviaires et ovines en Algérie. L'historique de l'espèce Erysipelotrix rusiopacée est résumé, comme vous le voyez sur cette figure, très récemment publiée in Frontiers of Veterinary Science par Opresnik. L'histoire de cette bactérie remonte à l'année 1876 où Koch découvre un micro-organisme chez une souris qu'il surnomme à l'époque le bacille de la septicémie de la souris, Bacillus of mouse septicemia. Mais ce n'est qu'en 1982 que Pasteur et Dumas découvrent le bacille chez le porc. Et en 1885, il a été appelé Erysipelotrix insidiosa. La relation de ce bacille avec l'infection humaine fut trouvée par Rosenbach en 1909. Mais ce n'est qu'en 1966 qu'officiellement l'appellation Erysipelotrix rusiopacée a été validée. D'ailleurs, au total, plus d'une trentaine d'appellations ont été attribuées à l'espèce Erysipelotrix rusiopacée de 1876 à 1966. Depuis cette date, beaucoup d'études ont été entreprises sur le genre Erysipelotrix. Et la reconnaissance des différentes espèces a été établie. D'ailleurs, en 1987, il y a eu la reconnaissance de l'espèce Erysipelotrix tonsillarum par un chercheur japonais. En 2004, la reconnaissance de l'espèce Erysipelotrix inopinata a eu lieu. Et en 2015, il y a eu la reconnaissance de l'espèce Erysipelotrix larvae. En 2019, la proposition d'une nouvelle espèce nommée Erysipelotrix piscicarus a eu lieu. Erysipelotrix rusiopacée, appelée également bacille du rouget,
est très répandu dans la nature. Ce bacille est pathogène pour l'homme et pour de nombreuses espèces animales, de mammifères, ovins surtout, caprins, bovins, cheval, chiens, porcs, rongeurs. Et ce bacille est également pathogène pour les oiseaux, notamment les oiseaux de basse-cour, tels que la dinde, et il est pathogène et aussi pour les poissons et les mammifères marins, baleines, dauphins, etc. Sur le plan bactériologique, la bactérie est représentée par des fins bacilles à gram-positifs, acapsulés et asporulés. Rappelons qu'on est en train toujours d'étudier les bactéries gram+ asporulées, appartenant au premier chapitre du programme de bactériologie spéciale. Erysipelotrix rugiopacée est classiquement considérée comme étant une bactérie non capsulée, comme je viens de l'annoncer. Mais des observations récentes de microscopie électronique révèlent la présence d'une couche superficielle, évoquant une capsule. L'épaisseur et la structure de cette couche semblent être impliquées dans la morphologie des colonies et aussi dans l'intensité de la virulence de cette bactérie. Erysipelotrix rugiopacée ou bacille du rouget est un germe à gram+ qui se décolore facilement, d'autant plus que les colonies vieillissent. On observe soit des fins bacilles droits ou légèrement incurvés, disposés en paires ou en courtes chaînettes, comme vous le voyez sur la figure à gauche de l'écran. Le vieillissement entraîne en plus de la perte de coloration l'apparition de formes filamenteuses pouvant atteindre jusqu'à 60 micromètres de longueur, comme vous le voyez sur la figure à droite de l'écran. Et je profite pour demander aux étudiants de corriger l'erreur qui s'est glissée dans le polycopié concernant la longueur des formes filamenteuses. Le bacille du rouget est immobile, c'est-à-dire non mobile, peu importe la température, ce qui le différencie de l'hystéria, qui est mobile lorsqu'elle est cultivée entre 20 et 28 degrés Celsius. La bactérie est légèrement hémolytique sur gélose au sang. Il présente une hémolyse partielle, c'est-à-dire une hémolyse alpha. Parfois, la zone d'hémolyse est très marquée et du coup, pouvons mimer à une hémolyse bêta lors d'un examen superficiel. Sur milieu à base de gélatine, coulé en tube à essai et ensemencé avec une strie centrale, incubé à 22 degrés Celsius, la croissance de Erysipelotrix rugiopacée se traduit par un aspect caractéristique en brosse à bouteille ou bien brosse à tube à essai. Il faut préciser que ce test n'est pas requis pour l'identification. D'ailleurs, ce test ne convient pas à tous les laboratoires parce que la gélatine doit être incubée entre 22 et 25 degrés Celsius pour maintenir son état solide. Ce test nous rappelle un test réalisé pour mettre en évidence la mobilité de l'hystéria et éventuellement son caractère aérobie préférentiel lorsque la culture est réalisée sur une gélose molle ou bien une gélose mobilité, incubée toujours à une température basse, semblable à celle de Erysipelotrix pour le test de gélatine, donc 20 degrés, 20-22, et on obtient pour l'hystéria un aspect de sapin renversé.
Erysépelotrix rugiopacé est un germe aéro-anaérobie, mais beaucoup mieux cultivé sous une atmosphère micro-aérophile, enrichi avec 5 à 10% de dioxyde de carbone. Et sa température optimale de croissance est comprise entre 30 et 37 degrés Celsius. La bactérie pousse mieux sur un milieu enrichi en glucose et à pH légèrement alcalin. En ce qui concerne les caractères biochimiques, le test catalase est négatif. Idem pour l'oxydase et le nitrate réductase. La bactérie acidifie le glucose sans production de gaz, raison pour laquelle la culture est favorisée, comme je viens de le dire, en présence du glucose dans le milieu de culture. Les souches d'Erysépelotrix rugiopacé produisent de l'H2S, dihydrogène sulfuré, qui est un gaz donnant une coloration noirâtre lorsque cette réaction est réalisée sur le milieu TSI. D'ailleurs, pour Erysépelotrix rugiopacé, on utilise le test TSI, qui veut dire Triple Agar Sugar Iron, c'est-à-dire un milieu de culture permettant de tester 3 sucres à la fois, le glucose, le lactose et le saccharose. Donc c'est un milieu différentiel qui permet de mettre en évidence, comme je viens de le dire, la fermentation des sucres ainsi que la production ou non de gaz suite à cette fermentation, et également la production d'H2S, comme je viens de le dire, qui donne une coloration noirâtre. Le milieu se trouve conditionné dans des tubes à vis, avec une pente et un culot. La surface de la gélose est ensemencée avec des stries serrées, tandis que le culot est ensemencé par une simple piqûre centrale ou bien une strie centrale à l'aide de la même pipette Pasteur boutonnée utilisée pour ensemencer la surface. Il est important d'inoculer la gélose et par la suite de l'incuber à 37 degrés Celsius. Rappelons que la température optimale de croissance d'Erysépelotrix rugiopacé est comprise entre 30 et 37 degrés Celsius. L'incubation est réalisée pendant 18 à 24 heures, tout en dévissant le bouchon du tube, rappelant que c'est une bactérie aéro-anaérobie, donc cela permet également de permettre les échanges de gaz avec le milieu extérieur. Dans le milieu TSI, le rouge de phénol qui est l'indicateur colorant du pH qui se trouve dans le milieu assure le virage de la couleur du rouge au jaune pour la fermentation des sucres, suite bien sûr à la production d'acide, d'où j'ai dit tout à l'heure acidification du glucose sans production de gaz. Donc il n'y a pas de production de gaz. La production de gaz quand elle a lieu donne des bulles d'air dans le culot ou carrément formation d'une poche d'air décollant le milieu du fond du tube. Donc, pour ce qui est de l'H2S, la mise en évidence de l'H2S se fait grâce à la formation d'un précipité de sulfure de fer noirâtre au niveau du fond du tube, comme vous le voyez sur les deux photos. Une des caractéristiques de culture dont j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, comme je le dis toujours, mieux vaut tard que jamais, est la présence d'une culture biphasique, c'est-à-dire la présence de colonies lisses et rugueuses issues de la même souche d'Erysépelotrix rugiopacé.
Lorsqu'on ensemence Erysipelotrix sur une gélose cœur-cervelle appelée BHI ou Brain Heart Infusion, comme vous le voyez sur les deux photos, ou bien vous pouvez utiliser d'autres géloses telles que la gélose Triptychas soja ou bien une gélose Columbia que vous pouvez enrichir avec du sang afin de pouvoir visualiser l'hémolyse partielle ou bien l'hémolyse alpha. Les boîtes doivent être incubées bien évidemment à 37 degrés Celsius dans une atmosphère enrichie avec du CO2 à raison de 5 à 10%. Après 24 heures d'incubation, les colonies apparaissent de très petite taille, qualifiées de punctiformes. Et si vous avez utilisé une gélose au sang, après 2 jours d'incubation, les colonies s'entourent d'une zone d'hémolyse verdâtre, c'est-à-dire une hémolyse partielle ou bien une hémolyse alpha. Après, l'isolement présente des colonies biphasiques de type S, smooth, lisse, et R, rugueuse ou bien RAF, à la fois sur la gélose BHI, comme vous le voyez sur les deux photos. Le principal réservoir de Erysipelotrix rusiopacée est constitué par le porc. D'ailleurs, environ de 30 à 50% des porcs sains peuvent héberger la bactérie à 3 niveaux, les amygdales, les nœuds lymphatiques et la valvule héliocécale au niveau de l'intestin. Les porteurs sains excrètent les germes ou la bactérie au niveau des fesses, dans les sécrétions orales et éventuellement nasales. Cette excrétion est à l'origine de la contamination du milieu extérieur. Des rapports épidémiologiques ont rapporté l'existence de d'autres réservoirs. Nous pouvons citer les rongeurs, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les crustacés, les coquillages et éventuellement les arthropodes. Les bovins sains peuvent héberger la bactérie au niveau des amygdales, donc ils constituent une source potentielle de contamination pour l'homme et pour les autres animaux. Tandis que le rôle du sol comme étant un réservoir est encore controversé. Cela semble lié au fait que la bactérie est incapable de se multiplier à l'extérieur de l'hôte. Erysipelotrix rusiopacée fait preuve d'une grande résistance pour une bactérie incapable de sporuler. Elle résiste plusieurs semaines dans l'eau et le sol, et la survie est d'autant plus longue que le pH est basique et la température est basse, mais cependant n'excède pas les 35 jours. À titre d'exemple, dans le fumier du porc, la survie peut aller jusqu'à plusieurs années. Plusieurs mois dans des matières organiques en putréfaction et 9 mois dans les cadavres et 6 mois dans les salissants. Mais cependant, la bactérie est détruite par chauffage 15 minutes à 55 degrés Celsius. Elle est aussi sensible pratiquement à tous les désinfectants usuels. Erysipelotrix rusiopacée est pathogène pour l'homme et pour diverses espèces animales, de mammifères, d'oiseaux et de poissons. Les espèces les plus sensibles sont schématisées sur cette diapo. Il s'agit essentiellement de l'espèce porcine, aviaire, ovine, caprine, notamment les bovins, les visons, les cervidés, le cheval, le chien, le kangourou, les rongeurs et les mammifères aquatiques tels que la baleine et le dauphin, en plus, bien sûr, comme je viens de le dire, des poissons. Les principales voies de contamination sont représentées surtout par la voie digestive et la voie cutanée.
à travers des plaies ou des lésions même minimes. Il est à noter que les piqûres d'insectes ou de tiques ont été également incriminées comme source de contamination. Chez les ovins et chez les caprins, le rouget se traduit essentiellement par une atteinte articulaire, avec des arthrites et des polyarthrites, évoluant vers une ankylose chez les agneaux, c'est-à-dire suppression totale du mouvement au niveau de l'articulation. Chez les jeunes animaux, des septicémies sont également possibles suite à une infection par Erysipelotrix rugiopacée. En plus de l'atteinte articulaire et des septicémies, des endocardites ont été également observées chez les ovins, comme vous le voyez sur cette photo. Des infections cutanées ont été également observées chez les ovins et les caprins, mais ce type d'infection est beaucoup plus rencontré chez l'espèce porcine. En plus de l'atteinte articulaire, des septicémies, des endocardites et des infections cutanées, des rares cas d'avortement ont été observés chez des brebis. En plus de ça, un cas de pneumonie chez une brebis a été observé suite à une infection par Erysipelotrix rugiopacée. La maladie ou bien le ruget succède volontiers à certaines pratiques spécifiques pour l'espèce ovine, telles que la castration, la codectomie exercée chez certaines races ovines et la tente. Pour les oiseaux, et surtout pour les oiseaux de basse-cour, l'infection cause à l'heure actuelle des pertes économiques non négligeables dans le monde entier, comme vous le voyez sur cette carte géographique, avec un taux de mortalité allant jusqu'à 50% suite à la septicémie. D'ailleurs, la septicémie est généralement d'évolution foudroyante de 24 à 48 heures. Et ce sont les dindes et les pintades qui sont les plus touchées. Mais la maladie n'épargne pas les autres oiseaux domestiques. Certaines souches d'Erysipelotrix rugiopacée ont été isolées de diverses espèces animales, où elles déterminent des endocardites, des arthrites et des septicémies, ainsi que des abcès sous-cutanés chez les mammifères marins. La bactérie a été également retrouvée chez les poissons, les crustacés et les mollusques. Il ne faut pas oublier qu'elle détermine ainsi chez l'homme des troubles qui sont assez fréquents dans certaines professions. Nous pouvons citer les vétérinaires, les éleveurs et les charcutiers. Le fait de trouver la bactérie chez les poissons, les crustacés et les mollusques expose les pêcheurs et les poissonniers à présenter des formes cutanées. Donc, c'est les formes cutanées qui sont les plus fréquentes chez l'homme. Mais des arthralgies ont été également signalées. Les formes septicémiques sont rares, mais possibles chez l'homme. La virulence d'Erysipelotrix rugiopacée semble encore être mal connue. Mais la forte capacité de s'adhérer semble jouer un rôle dans la virulence de la bactérie. D'ailleurs, dans le laboratoire, les souches virulentes sont beaucoup plus adhérentes que les souches avirulentes. Cette adhésion est liée à la présence d'un certain nombre de protéines à la surface de la bactérie. Nous pouvons citer la protéine SPA grand A pour surface protective antigène et RSPA et B pour rugiopacée surface protéine. Erysipelotrix rugiopacée est une bactérie non toxinogène, mais
capable de produire une hyaluronidase ainsi qu'une neuraminidase. La neuraminidase, quant à elle, semble être impliquée aussi dans l'adhésion aux cellules endothéliales, tandis que l'hyaluronidase présente un rôle controversé. Cela est prouvé par le fait que les souches d'Erysipelotrix rugiopacée faiblement productrices, ainsi que les mutants incapables de synthétiser cette enzyme, sont pathogènes, aussi pathogènes que les souches fortement productrices d'hyaluronidase. Le diagnostic bactériologique d'Erysipelotrix rugiopacée ne semble pas poser de problème. Et comme prélèvement, nous pouvons prélever chez un animal mort des tissus lésés ou des organes, foie, rein, rate. Chez un animal vivant, nous pouvons prélever du sang en cas de septicémie ou du liquide synovial en cas d'arthrite. L'isolement peut être effectué sur gélose trypticase soja enrichie au sang du mouton, sur gélose columbia ou sur gélose BHI, Brain Heart Infusion, ou cœur-cervelle enrichie au sang du cheval. Les boîtes peuvent être incubées, comme nous l'avons déjà dit, à 37 degrés, dans une atmosphère contenant 5 à 10% du CO2, c'est-à-dire atmosphère micro-aérophile. Comme nous l'avons déjà évoqué au début de ce cours, les colonies observées après 24 heures d'incubation sont de petite taille. Colonies punctiformes. Après 2 jours d'incubation sur gélose au sang, ces colonies s'entourent d'une zone d'hémolyse alpha pouvant mimer à une hémolyse bêta lors d'un examen superficiel. Ultérieurement, la culture devient biphasique, c'est-à-dire présence de colonies de type S et R. Après isolement, l'identification repose sur l'observation d'un certain nombre de caractères morphologiques, culturaux et biochimiques. Il s'agit de l'immobilité, de l'absence d'une hémolyse bêta, avec bien sûr présence d'hémolyse alpha, de l'absence d'une catalase, de la présence d'une coagulase, de la production d'H2S et enfin de l'absence d'un pouvoir endologène. Certaines galeries miniaturisées permettent une bonne identification des souches. Il s'agit des galeries API corinées et API 32 strep. Concernant le diagnostic indirect des infections à Erysipelotrix rugiopacée ou bien le diagnostic sérologique, ce dernier est possible mais peu utilisé en pratique. Comme technique, nous pouvons citer l'agglutination, l'hémagglutination passive, l'AFC ou fixation du complément, l'immunofluorescence et enfin l'ELISA ou bien l'immunoenzymologie. Dans le cadre du diagnostic bactériologique ou du diagnostic direct, des confusions entre Erysipelotrix rugiopacée et d'autres bactéries à gram positif sont possibles. Il s'agit de confusion avec Listeria, c'est tout à fait logique. Ces 2 bactéries sont sous forme de bacilles à gram positif, mais des confusions sont également possibles avec des espèces du genre Enterococcus. Rappelons que Listeria est catalase plus, coagulase moins, mobile à 20 degrés, esculine positive et sensible à la néomycine.
La néomycine est un antibiotique appartenant à la famille des aminosides. Erysipelotrix rugiopacée représente le phénomène contraire, c'est-à-dire catalase moins, coagulase plus, immobile à 20 degrés Celsius, esculine moins et résiste à la néomycine. Concernant la deuxième confusion possible, il s'agit d'une confusion entre certaines espèces du genre Enterococcus avec des Erysipelotrix, des souches d'Erysipelotrix rugiopacée qui donnent des petites colonies et qui se présentent sous forme de cocobacilles et qui résistent également à la vancomycine. D'autres techniques de diagnostic peuvent être mises en évidence. Il s'agit de l'immunofluorescence qui présente une spécificité et une sensibilité insuffisantes. Le test de la protection de souris, qui est un test utilisé depuis longtemps et qui permet de confirmer l'identification. Et plus récemment, des techniques PCR ont été mises au point. Ces techniques semblent être rapides, sensibles et spécifiques. Mais l'idéal est de combiner entre la culture et les méthodes moléculaires. Concernant le traitement des infections à Erysipelotrix rugiopacée ou d'une manière générale à Erysipelotrix, les espèces de ce genre sont sensibles aux pénicillines, notamment à la PNIG, qui est un antibiotique appartenant à la famille des bêta-lactamines et au groupe des pénicillines et représente l'antibiotique de choix pour le traitement des infections à Erysipelotrix. Les Erysipelotrix sont également sensibles aux céphalosporines, deuxième groupe de la famille des bêta-lactamines. Elles sont également sensibles à l'érythromycine, mais une sensibilité variable est notée vis-à-vis du chloramphénicol et des tétracyclines. Enfin, il convient de préciser que Erysipelotrix rugiopacée présente une résistance vis-à-vis des aminosides et d'un certain nombre d'antibiotiques tels que la vancomycine, l'acide nalidixique, les sulfamides et leur association. La résistance vis-à-vis des aminosides, notamment de la néomycine, a été déjà évoquée précédemment dans ce cours. Les infections à Erysipelotrix rugiopacée peuvent être prévenues par des mesures médicales telles que l'utilisation de sérums ou de vaccins. D'ailleurs, il existe des vaccins pour l'espèce porcine et par le respect également d'un certain nombre de mesures sanitaires dans les labos de manipulation ou pour les professions à risque tels que le port des gants et la manipulation de la bactérie sous poste de sécurité bactériologique. Ayant terminé le cours de Erysipelotrix et le premier chapitre de la bactériologie systématique, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour de prochains cours.